moi c'est Laura Sylvestre, diététicienne depuis une quinzaine d'années maintenant. J'ai un parcours aussi bien hospitalier que libéral et du coup j'ai pas mal travaillé dans des services de cardiologie notamment. C'est pour ça que je travaille en collaboration aujourd'hui avec Noctua Care et parce que aujourd'hui on sait que alors, la prévention est très importante, mais le thérapeutique à la suite aussi d'accidents cardiaques est aussi très important et a aussi son rôle dans le traitement des pathologies cardiaques. Donc, ce soir, on va parler de l'alimentation équilibrée et surtout de comment allier l'équilibre alimentaire au plaisir alimentaire. Parce que, alors voilà, comme je vous disais, ça fait partie du traitement, mais il ne faut pas non plus oublier cette notion de plaisir. Alors, pourquoi est-ce qu'il est recommandé, dans votre cas, d'avoir une alimentation équilibrée? Donc, aujourd'hui, selon l'OMS, on sait que 30% des maladies cardiovasculaires pourraient être évitées rien qu'en ayant une alimentation saine, équilibrée et du coup adaptée à vos besoins. C'est quand même une maladie cardiovasculaire sur 3, donc vous voyez que l'enjeu de la prévention est quand même très important. Et on sait que l'alimentation, elle a quand même des influences assez importantes sur les facteurs de risque cardiovasculaires, notamment le cholestérol, la tension artérielle, le poids, le diabète. Voilà, donc c'est toutes ces petites choses qui, mises bout à bout, vont augmenter les risques cardiovasculaires, alors que c'est des choses que l'on pourrait prévenir davantage en tous les cas. Et c'est des choses sur lesquelles on va quand même pouvoir travailler par la suite, plutôt en thérapeutique. Donc, une alimentation équilibrée, qu'est-ce que c'est? Déjà, il est important de se dire que notre alimentation équilibrée, elle doit couvrir nos besoins énergétiques. Nos besoins énergétiques, ils sont vraiment propres à chacun. Ils dépendent de si on est une femme ou un homme, ils vont dépendre de notre âge, ils vont dépendre de notre activité professionnelle, de notre activité du quotidien. Si je vais travailler en vélo, si je vais travailler en voiture, ce ne sera pas la même chose. Il va dépendre de notre activité physique. Donc, vous voyez, c'est vraiment très personne dépendant. L'équilibre alimentaire, l'objectif, c'est d'avoir un apport satisfaisant pour tous les nutriments, que ce soit les protéines, les lipides, les glucides, donc lipides, les graisses et les glucides, les sucres, mais que ce soit aussi en vitamines et en minéraux en tout genre qui rentrent dans tous nos métabolismes et qui permettent d'avoir un corps qui fonctionne correctement. Pour avoir une alimentation équilibrée, il est recommandé de répartir nos apports alimentaires sur plusieurs repas. On a tendance à dire 3 à 4 repas par jour. Après, si nécessaire, au cas par cas, on s'adapte de toute façon. Si vous avez besoin de plus fractionner votre alimentation et de faire 5 à 6 petits repas, c'est pas un problème. Et on peut, si on n'a vraiment pas l'habitude de prendre un petit déjeuner, que c'est vraiment très embêtant, on peut essayer de répartir sur 2 repas principaux et éventuellement une collation. Il est important, dans le cadre de l'alimentation équilibrée, de varier les groupes d'aliments. On va tous les définir, les groupes d'aliments, et vous allez voir que cette notion de variété est très importante parce que chaque groupe va nous apporter des nutriments un petit peu spécifiques et c'est ce qui va permettre d'apporter à notre corps tous les nutriments dont il a besoin. Et enfin, l'alimentation équilibrée, on a aussi cette notion de garder le plaisir, garder le partage, la convivialité des repas qui est très, très importante, surtout en thérapeutique où parfois on peut avoir la sensation d'être au régime, d'être un petit peu exclu, de se dire il va falloir que je modifie mon alimentation, je ne vais pas pouvoir manger comme tout le monde. Et là, vous allez voir ce soir que pas forcément. En fait, tout le monde déjà devrait adopter une alimentation équilibrée. Donc, ce sera peut-être à vous de faire de la prévention autour de vous pour que les autres se rallient un petit peu à votre cause. Mais surtout, vous allez aussi pouvoir garder cette notion de plaisir alimentaire et de partage. Une première question déjà sur ce point, Laura. Quand on parle de couvrir les besoins énergétiques, enfin on parle parfois de calories, etc. Comment est-ce qu'on sait que son alimentation répond bien à ses besoins? Est-ce qu'il faut compter les calories? Est-ce qu'il y a d'autres indicateurs qui permettent de le savoir? Alors non, on ne compte pas les calories. Nous-mêmes, diététiciennes, on le fait de moins en moins, pour être très franche. Par contre, le meilleur des indicateurs, ça va être votre poids. C'est-à-dire que si votre corps, il nécessite un apport en calories de 2400 calories, ce qui est une moyenne pour les hommes, 2400 calories et que vous lui apportez 2400 calories, votre poids va rester stable. Si vous avez tendance à prendre du poids, c'est que vous mangez au-delà de vos besoins énergétiques. Et si vous avez tendance à en perdre, c'est souvent que vous mangez en deçà de vos besoins énergétiques. Je le fais tous les jours, je le fais plusieurs fois par semaine. Non plus, le poids, on va le contrôler une seule fois par semaine
maximum. Pourquoi? Parce que, ça peut vite devenir, hyper angoissant, hyper stressant. Donc on va essayer de préserver notre tension, artérielle aussi, sans se rajouter un petit peu de stress et du coup, non, 1 fois par semaine, c'est largement suffisant. Alors du coup, on va parler des 8 groupes alimentaires. Pour ceux qui en ont peut-être déjà entendu parler, on est en fait sur 7 groupes et sur un sous-groupe qu'on va, extraire un petit peu, parce que c'est un sous-groupe qui est très, très important. Alors du coup, on va commencer avec le premier groupe qui est le groupe des viandes, poissons et œufs. Un groupe hyper important dans notre alimentation, un groupe qui nous amène des protéines animales, donc des protéines de bonne qualité qui sont très bien utilisées par notre organisme. Les protéines, leur rôle est de maintenir notre masse musculaire notamment, enfin voilà, de nous maintenir notre autonomie aussi tout simplement. Elles ont un rôle dans la cicatrisation. Donc voilà, c'est quand même les bâtisseurs de notre corps, ce sont les protéines. Donc très important. C'est aussi un groupe qui nous amène des lipides, donc des graisses. Les lipides qui vont être de plus ou moins bonne qualité en fonction des aliments. L'un des lipides qui est le plus souvent incriminé, ça va être le cholestérol, qui est une catégorie de lipides et que vous devez certainement connaître pour le coup. Le cholestérol étant uniquement dans les aliments d'origine animale, eh ben là, jackpot, on va quand même le retrouver pas mal, notamment dans tout ce qui est charcuterie, dans les viandes grasses, dans la peau des volailles. Et après, on a d'autres sortes de lipides, des lipides de meilleure qualité, notamment, par exemple, dans le canard, on a des lipides de bonne qualité quand même. Mais de toute façon, il faut un petit peu de tout, hein. Même les moins bons, on en a quand même besoin un petit peu. Les lipides, ils ont un rôle au niveau des cellules de notre cerveau. Ils ont forcément aussi un rôle, ça vous le connaissez bien, hein, dans la prise de masse grasse, dans la prise de poids. Mais en fait, ils rentrent dans toutes nos cellules, ils contribuent à ce que toutes nos cellules fonctionnent aussi correctement. Donc très très important. Source de fer, donc le fer qui est notre transporteur d'oxygène. Nous les femmes, on est souvent en manque de fer, donc c'est pour ça qu'il faut quand même qu'on consomme suffisamment de viande et de poisson surtout parce que c'est là qu'on trouve le fer de meilleure qualité par rapport aux œufs. Et source de vitamine B12 hyper importante aussi. La B12, elle va rentrer dans de nombreux mécanismes de notre corps et on est souvent, enfin en tout cas tous les patients végétariens, les patients végétaliens aussi, donc ceux qui mangent aucune production animales peuvent très rapidement être carencés en B12. Donc pour ça, en fait, pour ce groupe-là, il est recommandé de consommer 1 à 2 portions par jour, sachant qu'une portion, ça représente à peu près la paume de votre main. On parle à peu près de 100 à 120 grammes de poisson ou de viande. Alors ça va être un steak haché, par exemple, ça va être un blanc de volaille, ça va être 2 tranches de jambon, 2 œufs, un filet de poisson. Voilà, pour des petites équivalences un petit peu pratiques, bien entendu, les grammages que je vous donne, c'est pas à la lettre, on n'a pas besoin de peser. Ok, il faut prendre pas mal il faut avoir un certain cadre, mais malgré tout prendre de la distance avec tout ça pour pas que ça devienne problématique en fait, que vous pensiez tout le temps à votre alimentation. Donc 1 à 2 portions de viande, poisson, œuf par jour. Pour ce qui est des viandes, les dernières recommandations du plan national nutrition santé, elle recommande moins de 500 grammes par semaine. Et en favorisant de toute façon plutôt les viandes maigres, donc plutôt volaille sans la peau, comme je vous disais tout à l'heure. Les charcuteries, moins de 150 grammes par semaine. Alors, jambon, si vous prenez le jambon décoiné, dégraissé, pour moi, c'est plutôt viande maigre, hein. Ça fait plus partie de la charcuterie, c'est vraiment très pauvre en lipides. Donc voilà, ça, si vous avez l'habitude d'en consommer régulièrement, ça ne posera pas de souci à partir du moment donc où il est décoiné, dégraissé. Et le poisson, donc bonne source d'oméga 3, notamment au niveau de nos poissons gras qui sont le saumon, les sardines, maquereaux, harengs, le thon. Donc des lipides, des graisses qui sont protectrices plutôt pour notre système cardiovasculaire. Et il est donc recommandé de consommer des poissons gras au moins 1 fois par semaine et le poisson plus globalement minimum 2 fois par semaine. Est-ce que les quantités qu'on va manger, elles vont varier au cours de la vie? Est-ce que, par exemple, quand on traverse la ménopause, on peut avoir éventuellement un ajustement à faire au niveau des quantités? Puisqu'on peut parfois avoir des prises de poids au cours de cette période de vie. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on adapte son alimentation? Alors effectivement, au cours de la vie, les besoins énergétiques vont être modifiés. On a des apports énergétiques, ça fait souvent sauter les mamans et les papas au plafond, mais les adolescents, quand ils mangent beaucoup, c'est normal. Ils ont des apports énergétiques qui sont supérieurs à un adulte.
Un adulte, voilà, on a des moyennes, mais comme je vous disais, après, c'est adaptable à chacun. Dès lors qu'on commence, alors chez les femmes, il y a la ménopause avec un ralentissement du métabolisme. Ça veut dire que ça va diminuer nos besoins énergétiques. Donc, effectivement, j'ai bien lu la question. Et oui, il est pertinent effectivement de faire un point avec une diététicienne et de voir comment réduire éventuellement, mais tout en gardant cet équilibre alimentaire et ce plaisir alimentaire, réduire vos apports alimentaires pour éviter la prise de poids. Et chez les seniors, après, il y a forcément aussi un ajustement à faire, bien que il n'y a pas forcément nécessité de beaucoup moins manger quand on est une personne âgée. Au contraire, les besoins même en protéines sont même plus importants. En fait, voilà, il y a les besoins énergétiques, mais après, il y a les besoins en chaque nutriment qui varient aussi un petit peu au fil du temps. Quand on dit 2 œufs, est-ce qu'on compte aussi les œufs qui peuvent être contenus d'une préparation, par exemple les pâtes aux œufs, dans une quiche par exemple, ou est-ce que c'est uniquement les œufs frais? Alors là, les 2 œufs, quand je parle des 2 œufs, c'est vraiment quand je vais me faire une omelette, quand je vais me faire des œufs durs, quand je vais me faire des œufs au plat. Une portion de protéines, c'est 2 œufs. Il n'y a plus de fréquence de consommation maximale pour les œufs. Il y a de cela quelques années encore, on disait pas plus de 6 œufs par jour, enfin 6 œufs par jour. Bon, on n'a plus vraiment cette limite maximale. Mais effectivement, alors pas dans les pâtes aux œufs frais parce que la quantité est pas hyper importante. Mais c'est vrai que si je fais une quiche et que je mets 6 œufs dans ma quiche, il va falloir que j'en tienne compte sur ma semaine. Voilà. Et puis sur ma journée, je peux très bien me dire, bon oui, j'ai mangé un tiers de ma quiche, ça me fait 2 œufs, ça reste cohérent aussi. Donc après, ça va dépendre des préparations. Si c'est un œuf et que c'est une préparation pour 6 personnes, le comptez pas, quoi. Le groupe suivant, celui-là, c'est un groupe hyper important aussi, le groupe des produits céréaliers. C'est un très gros groupe dans lequel on va mettre tous les féculents, les pâtes, le riz, les pommes de terre, la semoule, le maïs. C'est un produit dans lequel on va mettre tout ce qui est à base de farine de blé, de farine de maïs éventuellement aussi, donc tous les pains, les biscottes. On va mettre les pains de mie aussi, ce genre de choses. Un groupe très important parce que du coup, c'est notre apport principal en énergie sous forme de sucre lent, de glucides. C'est pour ça qu'il est recommandé d'en avoir à chaque repas. Le risque, si je n'en consomme pas à chaque repas, c'est d'avoir des fringales entre les repas. Donc vraiment nécessaire d'avoir à chaque repas. C'est aussi une très bonne source de fibres, notamment pour les produits complets. Alors les fibres, elles sont très intéressantes pour le système cardiovasculaire. Elles ont un rôle protecteur pour le système cardiovasculaire. Elles sont intéressantes pour le transit. Elles sont intéressantes lorsqu'on est diabétique aussi, parce qu'elles font en sorte que le sucre ne passe pas trop rapidement dans notre sang, que le sucre ne passe pas trop rapidement dans notre sang. Et donc, ça va éviter les hyperglycémies. Surtout quand c'est complet, quand c'est du pain blanc, quand c'est des pâtes blanches, les fibres sont un petit peu moins présentes. Des vitamines du groupe B pour rentrer dans les différents métabolismes, un petit peu comme la B12 de tout à l'heure. Et des protéines végétales. Alors tout à l'heure, je vous parlais des protéines d'origine animale qui étaient très bien utilisées par notre corps. Les protéines d'origine végétale le sont un petit peu moins bien, mais elles peuvent permettre de compléter en tout cas les besoins en protéines sur la journée. Donc, je me répète, mais ce groupe-là, les produits céréaliers, à chaque repas. Je vais adapter ma quantité de consommation en fonction de mon appétit déjà. Si j'ai une petite faim, il m'en faut quand même, mais je peux peut-être me dire je vais prendre qu'une tranche de pain. Par contre, si je sors d'une séance de sport et que j'ai une grosse faim, je peux peut-être en consommer un petit peu plus. Ça dépend de l'appétit, ça dépend de l'individu comme pour les besoins en énergie. Ça va dépendre de l'activité physique, de l'activité du quotidien. Dans les dernières recommandations, il est vraiment préconisé d'intégrer le plus possible d'aliments complets. Donc de pâtes au blé complet, de riz complet, de pain complet tout simplement, de pain aux céréales, de pain de seigle, de pain de son, qui sont donc plus riches en fibres comme je vous l'expliquais, et on le recommande au moins une fois par jour. Donc il n'y a pas d'obligation à en consommer tout le temps, mais par contre, voilà, on sait qu'aujourd'hui, il y a un vrai rôle protecteur et que pour le système cardiovasculaire, il y a un vrai rôle aussi pour le diabète. Donc les fibres sont vraiment très, très importantes.
Alors, je vois la question. J'ai tenté à plusieurs reprises les produits complets, mais ils me font vraiment mal au ventre. Comment compenser ce manque? Alors, des fibres, on va en trouver ailleurs, hein. Donc, on va voir après dans les groupes suivants. Si vraiment les produits complets, ça vous convient pas, il faut pas non plus s'obliger à en manger, hein. Ok. On va avoir le petit sous-groupe qu'on a extrait dont je vous parlais au tout début, qui va être les légumes secs, qui va arriver juste après les légumineuses et qui du coup est aussi un bon apport en fibres. À voir si vous les tolérez ou pas. Si vraiment ça vous fait mal, c'est vrai qu'un excès de fibres, ça peut être gênant au niveau intestinal. Peut-être que vous avez déjà pas suffisamment de fibres en fait dans votre alimentation et que d'en rajouter, ça en fait un petit peu trop. Ça serait peut-être intéressant d'évaluer votre alimentation de ce point de vue-là. Du coup, on passe à nos fameux légumes secs. Donc, c'est un sous-groupe des féculents. Vous voyez qu'ils m'apportent les mêmes nutriments, les glucides, les fibres, ok, les protéines d'origine végétale et des vitamines du groupe B et puis d'autres minéraux, du magnésium, ça peut être aussi une petite source de calcium, enfin voilà. On se rend compte que ces aliments-là, les légumes secs, donc lentilles, pois chiches, haricots blancs, haricots rouges, flageolets, on les consomme pas suffisamment alors que ce sont vraiment de super aliments et qu'en plus, c'est des aliments qui sont encore bon marché pour le coup. Donc, il est recommandé d'en consommer 2 fois par semaine. Ça, c'est hyper important d'essayer, enfin voilà, de les introduire en tout cas dans vos habitudes alimentaires parce que c'est vraiment des aliments auxquels on pense pas. Ce qui est important, ce qui est intéressant avec ces aliments-là aussi, c'est que par rapport aux céréales qu'on a vues juste avant, les protéines végétales sont pas tout à fait les mêmes et du coup elles vont venir se compléter si je les mélange et elles vont faire en sorte, en se complétant, d'être mieux absorbées par notre corps. Pour les gens qui mangent pas énormément de viande, poisson, œufs, il peut être intéressant à chaque repas de combiner une céréale, du riz par exemple, avec une légumineuse, des haricots rouges. Et là, en tout cas, déjà, je vais avoir un bon apport en fibres, je vais avoir mon énergie sous forme de glucides. Et en plus, mes protéines vont être beaucoup mieux utilisées par mon corps. Ça peut être plein d'autres choses, un dalle de lentilles, donc des lentilles corail par exemple avec du riz aussi. Ça pourrait être faire une salade avec des pâtes et des fèves. Enfin voilà, il peut y avoir, on peut vraiment combiner chaque céréale avec chaque légumineuse. Encore une fois, la quantité va être adaptée en fonction de chacun, en fonction de votre appétit et de votre activité du quotidien et de votre activité physique. Et voilà, après, on panachez bien avec les céréales pour la complémentation. Ce qu'on appelle la complémentation, c'est faire en sorte que les protéines soient vraiment bien complètes et mieux absorbées par notre corps. On va passer au groupe suivant. Le groupe des fruits et des légumes. Donc, on va les distinguer en 2 petits sous-groupes, les légumes d'un côté, les fruits de l'autre. Alors, globalement, les légumes vont nous apporter pas mal d'eau. Ça va venir compléter l'apport hydrique sur la journée. On va en reparler juste à la fin de l'apport hydrique, mais voilà, très important aussi de bien vous hydrater. Et là, pour le coup, donc c'est un très bon apport en fibres aussi. Donc, on peut partir plutôt sur les fruits et les légumes si on a du mal à manger des aliments complets. Très bon apport en fibres, donc toujours protectrice du système cardiovasculaire, toujours très intéressante dans le cadre du diabète. Elles ont un rôle un peu différent, celles-ci sur le transit, elles ont plutôt tendance à l'accélérer alors que les fibres, en tout cas des produits blancs, ont un peu tendance, des céréales blanches ont tendance à ralentir un peu le transit. Bon, bonne source de vitamines, de minéraux en tout genre, très variable d'un fruit et d'un légume à l'autre. Et pour les légumes, ce sera tout. Et pour les fruits, ce sera exactement la même chose, sauf que c'est une source également de glucides, donc de sucre que vous connaissez bien, je pense, sous le nom de fructose. Vous avez déjà très certainement entendu en entendre parler. Au niveau des recommandations, il est recommandé de consommer 2 à 3 portions de légumes par jour. Donc, on va dire à peu près un gros point de légumes, c'est 100 grammes. Donc, ça me fait une portion. Après, on peut en consommer autant qu'on veut. Alors, il ne faut pas non plus tomber dans l'exagération, comme tout aliment. Mais en tout cas, voilà, les légumes, il n'y a pas de souci. Et pour les portions de fruits, on est plutôt sur 2 portions de fruits et 3 max. On va rester sur 2 si on est diabétique. Et si on n'a pas de problème de diabète, on va pouvoir passer sur 3 portions de fruits. Sachant qu'une portion, 150 grammes, c'est un petit peu plus important en termes de quantité et ça va être variable aussi d'un fruit à l'autre au niveau de la quantité de sucre à l'intérieur de chaque fruit. Donc, pour les fruits qui sont les plus sucrés, par exemple, là, on voit sur l'image, on a la banane qui fait partie des fruits les plus sucrés. Donc, on va rester sur une banane de taille moyenne. Sinon, ce sera la moitié d'une. On a les figues qui sont très sucrées. Donc, c'est 3 figues moyennes égale 1 fruit. Les dattes, 3 dattes égale 1 fruit. Le raisin,
et les cerises qui font elles aussi partie des fruits les plus sucrés, on est sur une quinzaine de grains de raisin ou une quinzaine de cerises. Donc là, les portions sont un petit peu réduites, mais après, moins le fruit va être sucré, plus je vais pouvoir en manger. Après, on va être sur une pomme, une poire, une orange, une pêche, 2 kiwis, 2-3 clémentines, 3-4 abricots. Et pour les fruits les moins sucrés, ça va être tous les fruits rouges, hormis les cerises. On va être entre 150, 200, voire 250 grammes pour les fraises, par exemple, et pour les framboises. Donc pour les fraises, 250 grammes, c'est une petite barquette en entier, hein. Les framboises, c'est 2 petites barquettes du commerce. Là, vous pouvez manger les 2 d'un coup. Et le seul fruit pour lequel on vous demande une attention particulière, c'est le pamplemousse qui peut avoir des interactions avec vos médicaments, donc qui est vraiment déconseillé dans le cadre de votre alimentation. Les fruits, on va essayer d'en consommer à chaque repas ou en collation. Après, ça, vous vous organisez comme vous voulez à partir du moment où vous avez votre 2 portions de fruits par jour. Je peux quand même les manger, les cerises. Je pense qu'on s'est pas très bien compris. Je peux quand même les manger. Simplement, ça fait partie des fruits les plus sucrés. Donc, c'est une plus petite quantité pour faire une portion de fruits. C'est une quinzaine de cerises égale une portion de fruits. Mais qu'on soit diabétique ou non, on peut manger tous les fruits, sauf le pamplemousse, à cause des interactions avec les médicaments que vous pouvez avoir. Oui. Typiquement, moi, le matin, j'aime bien prendre un jus d'orange. Donc, si je presse une ou deux oranges pour me faire un jus, est-ce que du coup, ça me compte comme une ou deux portions de fruits? Alors, déjà, on va plutôt déconseiller les fruits sous forme de jus. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment, même si c'est moi qui le presse, à partir du moment où il est pressé, j'ai plus de fibres. Donc, je perds quand même un des nutriments indispensables qui est dans ma prévention cardiovasculaire. Après, il serait recommandé de n'en presser qu'une pour me faire une portion. Sinon, très vite, ça va faire monter au niveau des glucides. Il faut savoir que les portions de fruits, en fait, elles sont calibrées par rapport à l'apport en sucre du fruit. Donc, une portion, de façon très imagée, ça m'apporte 4 morceaux de sucre. Donc, une orange, 4 morceaux de sucre. Voilà. Donc, si je vais en presser une deuxième, ça peut vite monter. Et d'autant plus que j'ai plus les fibres. Donc, c'est pour ça que, en tout cas, déjà pour les patients diabétiques, on va vraiment déconseiller les jus de fruits complètement. Et pour les patients qui ne sont pas diabétiques, je vous les déconseille aussi. Si vous aimez manger les fruits, mangez-les tels quels. Il y a beaucoup plus de bénéfices à les consommer entiers qu'à les consommer sous forme de jus. Alors, est-ce que l'avocat et les olives sont considérés comme un fruit ou comme un légume? Eh bien, ni l'un ni l'autre. On va y arriver juste après. C'était la meilleure transition possible. En fait, ça fait un peu fruit et ça fait un peu matière grasse. Mais on va plutôt les mettre dans les matières grasses. On les appelle les fruits oléagineux. Donc, c'est des fruits qui servent à faire des huiles, de l'huile d'olive, de l'huile d'avocat. On va avoir tout ce qui est fruits à coque. Les amandes, les noix, les noisettes, les pistaches, et on va avoir la noix de coco aussi. Donc, en fait, ces aliments-là vont m'amener des fibres, donc plutôt de bonne qualité, vont m'amener des protéines végétales aussi, et ils vont m'amener surtout pas mal de gras, puisque je peux en faire des huiles. Donc, ça ne rentre pas du tout dans mes portions de légumes, par exemple, ni dans mes portions de fruits, pour le coup. Ce qui est recommandé, on va dire, sur les dernières recommandations, ce qui est recommandé, ça va être vraiment une poignée de fruits à coque par jour. Pourquoi? Parce que du coup, ce sont de très bons lipides, okay, des oméga 3, des oméga 6, vraiment protecteurs pour le système cardiovasculaire. On a dit que c'était aussi une bonne source de fibres, protectrice aussi pour le système cardiovasculaire. Donc franchement, c'est aussi des aliments de très très bonne qualité. On peut les consommer en fin de repas, au petit-déj ou en collation. Par contre, soyez très vigilants à bien les choisir non salés, parce que sinon, pareil, ça va perdre un petit peu de tous les bénéfices qu'ils peuvent avoir. Après, l'avocat, en gros, on va dire un demi-avocat, ça peut remplacer éventuellement une petite entrée, mais essayez d'avoir quand même un petit peu de légumes à côté. Est-ce qu'il y a une préférence peut-être au niveau des olives, vertes, noires? Est-ce que ça fait une différence ou pas du tout? Non, il n'y a pas tant de différence que ça. Après, ça reste des aliments, en tout cas les olives qui sont des aliments très salés pour le coup. Donc c'est ça, il y a un autre atelier sur le sel où on rentre un petit peu plus dans le détail. Mais effectivement, les quantités sont pas énormes, quoi. Si c'est quelque chose que j'aime, il faut quand même que je limite un petit peu pour le coup. Parce que ça, pour le coup, c'est toujours très salé, quoi. Notre 5e groupe, le groupe des matières grasses, dans lequel on va retrouver toutes les huiles, bien entendu, dans lequel on va retrouver nos fruits oléagineux qu'on vient de voir, dans lequel on va retrouver le beurre, les margarines,
tout ce qui va être aussi saindoux, graisse de canard. On peut retrouver aussi le beurre de cacahuète, la purée d'amande, ce genre d'aliments. Alors ça, on en a aussi besoin, hein, d'accord? Ce ne sont pas du tout des aliments à bannir de notre alimentation parce que bon, déjà, c'est une source de lipides. Donc, comme je vous disais, pour gainer mes cellules de neurones, j'ai besoin de suffisamment de lipides. Donc, c'est hyper important et c'est quasiment notre seule source de vitamine E de l'organisme. Donc, comme je vous disais au tout début, j'ai besoin de tous les nutriments. Pour avoir de la vitamine E, il va me falloir des matières grasses. C'est aussi une bonne source de vitamine D pour le coup. Tout ça, c'est vraiment hyper important. Ce qui est recommandé, c'est quand même de privilégier les matières grasses d'origine végétale, donc plutôt les huiles. J'ai oublié la crème fraîche d'ailleurs dans ce groupe, qui elle est plutôt animale, donc plutôt huile et margarine à la place de beurre et crème fraîche. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas en consommer, encore une fois. Ça veut juste dire que dans ma journée type, je vais mettre un peu de beurre sur mes tartines le matin, ça ne pose pas de souci. Le beurre, on le consomme toujours cru. Par contre, aux autres repas, je vais essayer vraiment de favoriser des cuissons avec des huiles et puis des assaisonnements avec des huiles. Mais encore une fois, si vous avez besoin de crème fraîche pour faire un plat, faites votre plat avec de la crème fraîche. Et l'équilibre, il se fait sur un repas, sur une journée, mais il se fait sur la semaine aussi. Hein. C'est sûr, si tous les jours, vous mangez beurre et crème fraîche, c'est franchement pas top. Par contre, si y a un soir, vous avez envie de vous faire des escalopes avec un peu de champignons et un peu de crème, faites-vous plaisir et faites ça. Et puis à côté, mangez suffisamment de fibres, des courgettes, des légumes, une petite tranche de pain complet. Alors, voilà, l'équilibre, vraiment, il se fait sur le repas, la journée, la semaine. Vous pouvez consommer les margarines oméga 3 qui sont quand même assez intéressantes aussi. Vous pouvez remplacer le beurre du matin, par exemple, par les margarines oméga 3, surtout si vous avez pas mal de cholestérol. C'est d'origine végétale, c'est des oméga 3, des bonnes graisses. Donc, ça, vous pouvez vous tourner facilement vers ça. Donc, j'en ai besoin à chaque repas et je modère quand même ma quantité parce que trop de lipides risque de me faire prendre pas mal de poids. Hein. Donc, 15-20 grammes de beurre, ça me fait l'équivalent de 2 petites tablettes individuelles environ. Et après, on dit 1 à 2 cuillères à soupe d'huile par repas, par personne. Moi, ce que je vous conseille, parce qu'il y a une autre question après, margarine végétale, est-ce que ça remplace le beurre ou l'huile? Je vous répondrai les deux. Ça va remplacer le beurre éventuellement sur les tartines parce qu'on peut les manger crus. Et par contre, dans la composition, c'est plus proche des huiles puisque c'est végétal les deux. Mais voilà, je vous dirais plutôt de partir vraiment s'il n'y a pas vraiment une grosse nécessité d'enlever de beurre de votre alimentation, partez sur du beurre au petit-déj. Et puis, si vous aimez, hein, bien sûr, partez sur du beurre au petit-déj et puis des huiles. Huile de colza, huile d'olive. Donc, colza pour les assaisonnements, très bonne en oméga 3. L'huile d'olive pour les cuissons, qui supporte très bien la cuisson. Et éventuellement aussi, ce qui peut être pas mal si vous n'avez pas la possibilité d'avoir différentes huiles, c'est les mélanges d'huile type Isio 4. Parce que du coup, il y a des oméga 3, des oméga 6, des oméga 9. Donc, il y a tout ce qu'il faut. Mais voilà, moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de partir sur des produits le plus bruts possible, en tout cas. Parce que même, ce qu'il faut savoir, en fait, les margarines, ce sont des huiles qu'on a modifiées finalement, qu'on a densifiées pour que ça fasse un bloc. Donc, c'est pour ça que je vous dis que la composition est assez proche. Pour le coup, ça reste aussi un produit un petit peu plus transformé, mais ils ont réussi à rendre ça un peu plus correct en ajoutant les fameux oméga 3 qui sont protecteurs pour le système cardiovasculaire. C'est sûr que si le matin vous le prenez sur vos tartines, ça va remplacer le beurre et donc vos 15-20 grammes de beurre. Ce sera la même quantité. Et par contre, si vous décidez de cuisiner avec de la margarine plutôt qu'avec de l'huile, on va partir à peu près sur 15 grammes aussi. Ça va faire une noix de margarine pour cuisiner à la place des 1 à 2 cuillères à soupe. Savoir si les compléments alimentaires étaient autorisés, si c'est une bonne idée de se supplémenter en B12, acérola, vitamine C, etc. Pour ça, très sincèrement, je vous dirais déjà de faire le point avec votre médecin parce que pour le coup, moi je ne sais pas quel traitement vous avez, je ne sais pas quelle maladie vous avez. Je voudrais pas vous dire de bêtises. De la vitamine C, ça fait rarement du mal. Du magnésium, ça fait rarement du mal. Voilà. Mais quand même, voyez avec votre médecin, avec votre pharmacien, si c'est un pharmacien aussi que vous avez l'habitude de voir, qui connaît très bien vos traitements. N'hésitez pas à en reparler avec eux. En soi,
Normalement, il n'y a pas vraiment de contre-indication, mais le principe de précaution me fait dire que voilà, il vaut mieux que vous voyez tout ça avec les professionnels qui ont l'habitude de vous suivre. 6e groupe, on est sur les produits laitiers. Produits laitiers, une très bonne source de protéines d'origine animale, comme je vous disais au début, donc bien utilisée par notre corps. Notre source principale de calcium. Du coup, calcium, pourquoi? Pour nos os, pour nos dents. On sait qu'en prenant de l'âge, on a souvent tendance à avoir les os qui se perdent en densité. Donc, très, très important, le calcium alimentaire. Et plus ou moins des lipides, parce que la source principale des lipides dans les produits laitiers, ça va être le fromage, bien entendu. Après, on en a un petit peu aussi dans tout ce qui est lait entier et produits au lait entier. Et après, ça vient un peu moins dans les demi-écrémés et il n'y en a plus dans les écrémés. Du coup, ce qui est recommandé, c'est 2 à 3 produits laitiers par jour, mais seulement une seule fois du fromage. Une seule portion. La portion de fromage, on peut dire que c'est à peu près la taille de votre pouce, 30 grammes de fromage à peu près, ou alors une petite portion individuelle. Voilà, donc fromage, oui, il est autorisé, bien entendu. Effectivement, c'est aussi une source de cholestérol, hein, donc pas tip-top pour le système cardiovasculaire, mais à partir du moment où on est sur une portion par jour, on peut en consommer quand même tous les jours. Ensuite, au niveau des quantités, des portions, on va être sur un yaourt, un fromage blanc, 2 petits Suisses, une faisselle, un skyr, 100 grammes de skyr à peu près, parce que c'est vrai que ça, on pourrait le rajouter, c'est très à la mode, mais il n'y a aucune obligation de manger du skyr. Le fromage blanc fait tout aussi bien le travail. Il n'y a pas non plus d'obligation de prendre du 0%. Je vous l'ai dit en tout début, ce qui est aussi important dans l'équilibre alimentaire, c'est le plaisir de s'alimenter. Je suis pas du tout pour les produits allégés parce que gustativement, ça perd vraiment tout son goût, quoi. Fromage blanc 0% ou yaourt 0%, c'est vraiment beaucoup, beaucoup d'eau pour le coup. Donc, on part sur de l'intermédiaire, le demi-écrémé, le classique, dans la mesure du possible. Après, si vous consommez du lait entier, c'est pareil. Si c'est un bol de lait le matin, ça va nous faire 2 grammes de graisse en plus et encore. Donc, franchement, c'est pas sur une journée, c'est loin d'être catastrophique. Par contre, il faut absolument, les produits laitiers, c'est vraiment les choisir nature, sans sucre. Pourquoi? Parce que dès lors que ça va être un yaourt aromatisé ou un yaourt aux fruits, les industriels rajoutent énormément de sucre. À savoir qu'en fait, dans un yaourt classique nature, j'ai naturellement présent l'équivalent d'un morceau de sucre, ce qui est rien, ce qui est anecdotique pour le coup. Dans un yaourt aromatisé, les industriels vont en rajouter 2 à 3 par yaourt. Et dans un yaourt aux fruits, on est plutôt à 3 morceaux de sucre de rajouter. Donc, vous voyez que ça monte très, très vite. Et dernière petite précision, tout ce qui est crème dessert, tout ce qui est dessert lacté sucré, les mousses au chocolat, les crèmes aux œufs, les crèmes à la vanille, les petits clafoutis, tout ce que vous pouvez trouver au rayon des desserts ne sont pas du tout considérés comme des produits laitiers. Pourquoi? Parce que pas suffisamment de calcium, parce que pas suffisamment de protéines, parce que beaucoup plus de lipides et surtout beaucoup plus de sucre. Donc, ça rentre pas du tout en équivalence. Moi, quand je vous parle produits laitiers, c'est vraiment lait, laitage nature et fromage. Donc au niveau du lait, donc tu l'as précisé, plutôt du lait demi-écrémé. Donc a priori, plutôt que le lait cru. Donc le lait cru, c'est du lait entier, j'imagine. Alors oui, ouais, exactement. Parce qu'il n'y a pas du tout de transformation, donc le lait cru va être plutôt entier. Mais encore une fois, si c'est quelque chose que vous aimez, le lait cru, que vous prenez un verre ou un bol par jour, c'est pas catastrophique. Après, si c'est des fromages au lait cru ou des fromages au lait pasteurisé, il va y avoir aussi une petite modification sur la teneur en lipides. Mais sur les fromages, on est moins regardant, je dirais, parce que de toute façon, on sait que c'est une petite portion par jour. Et donc après, 2 questions de Céline sur ces fameuses portions. Donc est-ce que du coup, une portion de fromage blanc, ça compte comme une portion de fromage? Donc a priori, oui, c'est ça. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, dans mes 2 à 3 produits laitiers par jour, si j'ai 3 laitages et que je prends pas du tout de fromage, c'est pas un souci non plus, ok? Mais si j'enlève le fromage dans l'idée de me dire je l'enlève parce que c'est pas bon, parce que c'est plein de cholestérol, parce que c'est trop gras, non, parce que là je risque de me créer une frustration. Si c'est tout simplement parce que j'aime pas le fromage, il n'y a pas de problème. Donc oui, je peux ne pas du tout avoir de fromage et me dire que à la place de ma portion de fromage, je vais prendre un fromage blanc. Mais par contre, le fromage blanc en tant que tel n'est pas considéré comme un fromage. Ok, donc c'est un produit laitier, mais ça n'est pas un fromage, mais du coup, ça compte dans les 2 à 3 produits laitiers. Exactement. Dans la fréquence globale. Super. Tout à fait. Et donc, si on, par exemple, c'est une deuxième remarque de Céline, si on fait
voilà, des sauces avec des yaourts 0%, sauce aux herbes, et cetera. Là, ça compte aussi comme un produit laitier? Ah ben, Céline, tout va dépendre de la quantité que vous allez consommer. Si vous faites une sauce avec un yaourt, et que vous en mangez l'entièreté de la sauce, oui, ça va compter pour un produit laitier. Maintenant, si vous faites une sauce, mais que vous avez des convives autour de vous, que vous êtes 6 et que, non, ne le comptez pas. Ça va être anecdotique. Notre avant-dernier groupe, les boissons. Donc, l'eau étant la seule boisson indispensable puisque c'est l'un de nos composants, de notre corps. Il faut donc en consommer tout au long de la journée. N'attendez pas d'avoir soif pour boire. C'est déjà l'un des premiers signes de déshydratation. Au minimum 1,5 litre par jour et on va augmenter en cas de forte chaleur, en cas de diarrhée, en cas de constipation aussi, on va augmenter un petit peu en cas de fièvre et en cas d'activité physique parce que forcément, on a une sudation qui est plus importante. On a des pertes en eau qui sont plus importantes. Il faut qu'on arrive à les compenser. On peut boire de l'eau via les thés, les tisanes. Alors, oui, mais par contre, ça va pas autant m'hydrater que de l'eau malgré tout, parce que ça a aussi un petit effet diurétique. Donc, il faut pas que je me dise, je bois 1 litre de thé par jour, c'est bon. Non, il faut quand même qu'on ait suffisamment d'eau dans la journée. Des eaux aromatisées faites maison sans ajout de sucre. Alors, bah ça, on en voit de plus en plus. Vous mettez, je sais pas, des petites rondelles d'orange avec des myrtilles, par exemple. Vous mettez de la menthe avec du citron. Et effectivement, bah ça, pour le coup, ça va vous hydrater de la même façon si vous avez besoin d'aromatiser un petit peu votre eau pour la boire plus facilement. Pour ce qui est des cafés, effectivement, les cafés vont aussi, un peu comme le thé, rentrer dans l'hydratation, mais pas complètement. Et dans tous les cas, il est recommandé de ne pas consommer plus de 2 cafés par jour. Parce que excitant, parce que augmentation de la pression artérielle. Voilà, pour toutes ces choses en lien avec le cardiovasculaire. Je reviens sur la question concernant la sauce pour les crudités. Le fait que ce soit du 0%, ça change rien. Bah, il y aura pas le gras, mais il y aura quand même les protéines, le calcium. Après, en soi, si on passe à 4 portions de produits laitiers par jour, c'est pas non plus catastrophique, hein. Mais il vaut mieux quand même le compter, à mon sens, effectivement. Et comme je vous ai dit, je suis pas hyper fan du 0% en plus de ça. Donc, si gustativement parlant, on veut encore améliorer un petit peu, on peut même passer sur un laitage nature classique. Est-ce que iPro est autorisé? Donc iPro, ce sont les laitages riches en protéines. Oui, vous pouvez. Après, ça, très sincèrement, moi, je vois pas vraiment l'intérêt de consommer ce genre de produit. C'est comme pour le Skyr, ce que je vous disais juste avant. Le Skyr, c'est aussi un effet de mode, un peu comme le iPro. Ce sont des laitages hyper protéinés, sachant qu'en fait, on est à 10, allez, 12 grammes de protéines éventuellement. Et un fromage blanc classique, c'est à 8 grammes de protéines et ça coûte 2 fois moins cher. Donc, rapport qualité-prix, le fromage blanc est vraiment meilleur que tout ce qui est iPro, Skyr et compagnie. Maintenant, si c'est quelque chose que vous aimez, soyez vigilants sur le fait qu'il ne soit pas sucré simplement. Dans les boissons, donc c'est vrai que les boissons, c'est un grand groupe, hein. Je vous ai parlé que de l'alcool, que de l'eau, pardon, pour le moment. Et là, on va parler de l'alcool. Donc, les recommandations sur l'alcool, elles sont bien définies. Au quotidien, il est recommandé 1 verre par jour maximum et pas de l'alcool tous les jours. C'est-à-dire qu'il faudrait au moins 2 jours dans la semaine où je n'ai pas d'alcool. Si j'ai une consommation qui est un petit peu plus occasionnelle, je vais pouvoir aller à 2 verres par occasion, un anniversaire, une fête de famille, peu importe. Et pareil, au moins 2 jours sans consommer dans la semaine. Et en se disant que sur la semaine, je ne dois pas dépasser 7 verres. Après, tout type d'alcool, là quand je parle d'alcool, je parle de dose en fait. On parle c'est verre, mais c'est des doses. C'est-à-dire que ce ne sera pas un verre de whisky, ce sera une dose de whisky. Vous voyez, entre un verre de vin et une dose de whisky, la quantité ne sera pas la même, mais en fait, on dose par rapport à la quantité d'alcool présente à l'intérieur. L'alcool est pas recommandé quotidiennement dans tous les cas. On participe à un événement et que tout le monde prend un verre, et cetera, on ne doit pas se sentir gêné, même après un accident cardiovasculaire. Il n'y a pas un risque à prendre un verre. Il ne faut pas une consommation excessive. Absolument pas. Effectivement, à partir du moment où ça reste une consommation raisonnable et raisonnée, il n'y a pas de problématique en tous les cas. Et encore une fois, ce qu'il faut, c'est vraiment, oui, vous sentir à l'aise et vous dire que
Finalement, il n'y a pas vraiment d'interdit, ça va être surtout des fréquences de consommation. Là, on parle de l'alcool, mais c'est valable pour tout. Vous voyez, il ne faut pas se sentir un peu en marge de la société parce que je vais plus aller aux apéros parce que je peux pas, il me faut pas trop de charcuterie, il me faut pas trop de fromage, il me faut pas trop d'alcool. Donc du coup, je vais me mettre en retrait, je vais me replier sur moi-même, ce qui n'est pas forcément bon non plus. Donc, il vaut mieux se l'autoriser de temps en temps, se faire plaisir. Et puis après, derrière, on va recadrer. On repart sur notre alimentation du quotidien, finalement, derrière. On entend parfois que l'alcool, c'est sucré aussi. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est quelque chose qui apporte aussi beaucoup de glucides? Alors, en soi, ça va pas forcément apporter des glucides. C'est vraiment une sorte de nutriment à part entière, l'alcool, qui est très très riche en énergie pour le coup, mais par contre qui vont par de nombreux métabolismes se transformer un petit peu en des choses qui vont ressembler à des glucides dans notre corps. Mais en soi, il n'y a pas forcément de glucides à l'intérieur. Vraiment, vous voyez, un gramme de lipides, c'est 9 calories. 1 gramme de protéines et 1 gramme de glucides, c'est 4 calories. Et l'alcool en lui-même, c'est 7 calories. Donc, c'est ni vraiment des glucides, ni vraiment des lipides, mais c'est quelque chose de très, très énergétique. Et par contre, pour les patients diabétiques, attention parce que ça peut jouer sur votre glycémie malgré tout. Notre dernier groupe, le groupe des produits sucrés, qui est un petit groupe un peu fourre-tout. Donc, on va y mettre les gâteaux, les bonbons, le chocolat, les viennoiseries, les pâtisseries, les glaces, les desserts lactés sucrés dont je vous parlais un petit peu auparavant, les jus de fruits, les sodas, les sirops, les chips, les biscuits apéritifs, les frites, voilà, tout ça, le popcorn. Source de glucides, donc beaucoup de sucre, source de graisse, de lipides, et parfois, pour certains, source de sel aussi. Finalement, c'est pas des aliments qui nous apportent des nutriments indispensables. Tous les nutriments que ça m'apporte, je vais pouvoir les retrouver dans mes autres groupes alimentaires. Par contre, pour le coup, ce qui nous apporte d'indispensable, ça va être plutôt le plaisir de les consommer, parfois aussi la convivialité. Et du coup, le fait d'en consommer de temps en temps en quantité raisonnable permet d'éviter de se frustrer. Qui dit frustration dit forcément craquage à un moment donné. Vous l'avez peut-être déjà vu auprès de vos proches ou vous l'avez peut-être déjà vécu. Dès lors qu'on va faire un régime trop restrictif, on va enlever tout ça de notre alimentation. Au bout d'un moment, on craque. Et généralement, quand on craque pas sur des petites quantités, on craque dans des proportions vraiment très importantes. Donc, l'idée, c'est de les intégrer de temps en temps dans votre alimentation, plutôt pendant les repas, à la fin des repas, du coup, mais de ne pas se frustrer en tous les cas. Oui, je sais, c'est trop bon ce groupe, mais c'est très bon au goût, ça l'est un petit peu moins pour la santé. Ce qui est important de garder en tête, et c'est ce que je vous dis de façon détournée un petit peu depuis le début, c'est la règle des 80-20. 80% du temps, il faut que j'ai un cadre à mon alimentation. C'est-à-dire que je dois avoir mon alimentation équilibrée, mes groupes d'aliments indispensables, des légumes, des produits céréaliers, des protéines, des produits laitiers, un peu de matière grasse. Et 20% du temps, je peux avoir une alimentation qui va être un petit peu moins adaptée, qui va sortir un petit peu du cadre. Un repas un peu plus riche, un apéro, un goûter un peu plus riche. Voilà. C'est vraiment, donc 80-20, ça va nous faire à peu près, on va dire, deux repas par semaine, allez, 2-3 repas par semaine où je peux me permettre de sortir un petit peu plus du cadre sans avoir à mettre en place un phénomène de compensation sur les autres repas de la semaine. C'est pas parce que je sais que demain soir, je vais faire un repas qui va sortir du cadre, que demain midi, je ne vais pas manger. Ou que demain midi, je vais juste me prendre un yaourt 0% et puis une pomme. Parce que le repas du soir, déjà, je sais qu'il va être plus important, et tant mieux, mais il risque de l'être encore plus parce que je vais avoir hyper faim. Donc, on mange le repas du midi classique, bien structuré. Vous allez l'avoir après, la structure des repas. Et après, je me fais plaisir. Le soir, je me fais plaisir. Et le lendemain, je reprends une journée classique. Qu'est-ce que j'entends par de temps en temps? Ah oui, c'est vrai que ça veut tout et rien dire. De temps en temps, mais vous voyez, 80-20%, ce que je vous disais, on va dire 2-3 repas max par semaine. Si je considère que j'ai 21 repas par semaine, 20%, ça m'en fait même 4. 3 repas un peu plus conséquents par semaine, c'est déjà pas mal. Après, je peux mettre en place certaines équivalences qui font que, par exemple, à la fin d'un repas, je vais pas manger mon fruit, mais par contre, je vais me prendre une glace. Ça peut rentrer aussi dans le cadre d'une alimentation, vous voyez, un petit peu plus flexible.
Donc l'idée, c'est de pas se frustrer et du coup, est-ce qu'on peut utiliser des astuces, justement, plutôt que d'acheter, des gâteaux tout faits industriels? Est-ce que si on fait du fait maison, en faisant attention à réduire, la conteneur en sucre, donc on utilise du cacao sans sucre, on parlait de yaourt 0 avant, est-ce que du coup, on peut se faire plaisir un peu plus souvent avec des produits, moins sucrés qu'on fait soi-même? Dans les faits, oui, bien entendu. Maintenant, encore une fois, moi, je pars du principe que si je me fais plaisir, j'ai envie de me faire plaisir avec quelque chose qui gustativement va être bon. Alors, c'est peut-être très bon aussi, hein, vos gâteaux, ça, j'en doute pas. Donc, si c'est ça qui vous fait plaisir, bien entendu, vous pouvez les consommer. Ce sera toujours mieux de toute façon que des gâteaux industriels, hein. Encore une fois, on en revient sur les produits préparés. Donc, c'est mieux de faire les choses maison. Maintenant, le jour où vous avez envie d'aller à la pâtisserie, vous acheter un éclair au chocolat, vous allez vous acheter un éclair au chocolat et n'essayez pas de compenser en vous disant, bon, j'ai envie de l'éclair au chocolat, mais en fait, je vais me faire un petit gâteau maison avec un peu de pommes. Je pense que vous n'aurez pas le même plaisir et ça va être aussi frustrant pour le coup. Donc, il faut savoir allier les deux en fait. Il faut se dire que effectivement, si j'ai des desserts qui sont un petit peu moins sucrés, un petit peu moins riches, encore une fois, je vais peut-être pouvoir les mettre en équivalence avec mon dessert une ou deux fois en plus dans la semaine. Mais par contre, si c'est vraiment une grosse pâtisserie dont j'ai envie, je vais me faire plaisir en allant acheter ma pâtisserie à la boulangerie. Dernière étape, la structure des repas. Donc, comment faire pour que mon repas soit bien équilibré? La structure est très, très, très importante et elle est valable pour tout le monde. Ce qui va varier d'une personne à l'autre, ça va être les quantités, comme je vous disais au tout début. Donc, le petit-déj, une boisson, globalement, qu'elle soit chaude, peu importe, je vous dirais, parce que ça pourrait même être de l'eau, ça me dérangerait pas. Mais il vous faut une boisson, il faut s'hydrater le matin. Un produit céréalier, comme je vous ai dit quand on a vu ce groupe-là, il m'en faut à chaque repas. Du pain, des biscottes, des céréales pas trop sucrées, du pain de mie, voilà. Peu importe. L'autre chose qui est indispensable, ça va être le produit laitier le matin. Donc, soit je prends un chocolat avec du lait, soit je mets un peu de lait dans mon café ou dans mon thé, soit je prends un yaourt, un fromage blanc, ou je peux mettre du fromage à tartiner ou du fromage classique sur mes tartines. Ça, ce sont mes 3 composantes indispensables. Après, l'apport en matière grasse n'est pas obligatoire. Mais comme je vous disais, c'est bien d'en avoir un petit peu à chaque repas aussi. Donc, un peu de beurre sur les tartines si besoin. Pour la collation, on va aussi favoriser un produit laitier éventuellement. Comme je vous disais, si on est à 4 produits laitiers par jour, c'est pas trop grave. Au moins, on fait des réserves de calcium. Donc, un produit laitier. Et ce qui peut être très, très bien, c'est la petite poignée de fruits à coque, les amandes, les noix, les noisettes. Ça, c'est une collation qui est vraiment adaptée à tous, qu'on soit diabétique ou non pour le coup. Après, si je prends la portion de fruits, je peux remplacer ma portion de fruits à coque par une portion de fruits. Pourquoi pas? Il faut que ça rentre dans le cadre de mes 2 portions de fruits par jour si je suis diabétique. Si je suis non diabétique, si j'en ai 3, des portions de fruits par jour, c'est pas très, très grave. Le miel, Patrice. Le miel étant un produit sucrant, je peux en mettre un petit peu, bien entendu. Si je mets une petite cuillère à café de miel, dans mon yaourt, ou il y a des gens qui sucrent leur café avec une petite cuillère à café de miel, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais encore une fois, c'est une quantité à respecter. Si vous mettez 2 à 3 cuillères à café, ça fait beaucoup trop pour le coup. Ça reste un produit, même si c'est très naturel, ça reste un produit très, très sucré. Déjeuner et dîner vont être sur le même modèle, en fait, au niveau de la structure. On a tendance à vous dire un quart de l'assiette avec des protéines, viande, poisson, œufs ou éventuellement, du coup, des légumineuses. Un quart de votre assiette à adapter, encore une fois, de féculents ou pain, de céréales globalement, et la moitié de votre assiette de légumes, que ce soit des légumes crus, des légumes cuits, alors soit frais, soit surgelés, et en conserve en dernier recours parce que c'est un petit peu trop salé. Surgelé non cuisiné, c'est top. Surgelé cuisiné, c'est moins top aussi parce que c'est un peu trop gras et un peu trop riche en sel. Et conserve, la méthode de conservation nécessite qu'on mette un petit peu de sel. Donc légumes crus ou cuits, frais ou surgelés non cuisinés, c'est le mieux. La moitié de l'assiette. À ça, je vais rajouter du coup pour avoir un déjeuner et un dîner. Il nous manque notre petit produit laitier, notre fruit, il nous manque notre portion de matière grasse et notre eau tout au long de la journée de toute façon. Mais effectivement, il faut rajouter pour que notre déjeuner, notre dîner soit bien équilibré. Là, on a une assiette qui est bien équilibrée, un plat principal qui est bien équilibré. Pour que le repas entier soit bien équilibré, il faut que je rajoute mon produit laitier, mon fruit ou compote sans sucre ajouté, ma matière grasse, 1 à 2 cuillères à soupe d'huile, on a dit, par repas,
et de l'eau. Alors, du coup, j'en profite, je regarde un peu sur le chat. Une cuillère à café de miel, très bien. Il a des propriétés cicatrisantes, le miel, c'est top, c'est vraiment un très bon aliment aussi. Est-ce que certains aliments sont déconseillés le soir comme le fromage? Aucun aliment n'est déconseillé le soir, ni le fromage, ni un autre. Le fromage que vous le mangiez le midi, le matin, le soir, peu importe, à partir du moment où vous n'en consommez qu'une portion par jour. Est-ce que cette assiette comprend l'entrée? Non, vous pouvez rajouter une petite portion de crudité en entrée, effectivement. Après, vous aurez bien mangé, hein. Mais si c'est ce dont vous avez besoin, vous pouvez rajouter votre portion, une petite portion en entrée, et comme ça, vous serez encore mieux rassasié. On entend parfois que la qualité nutritionnelle des aliments a diminué, qu'il y a moins de nutriments aujourd'hui dans les légumes et les fruits qu'avant. Donc du coup, est-ce que les compléments alimentaires aujourd'hui, c'est une bonne idée? Est-ce que c'est nécessaire? Quel est ton avis sur la question? Alors effectivement, les aliments ont une moins bonne densité nutritionnelle, aujourd'hui, de moins bonne qualité nutritionnelle aujourd'hui. Maintenant, à partir du moment où j'ai une alimentation bien équilibrée, ça devrait me permettre de couvrir tous mes besoins dans tous les nutriments, que ce soit les macros qui sont protéines, lipides, glucides, ou que ce soit les micronutriments, les vitamines et les minéraux. Pour ça, il est hyper important de manger des aliments de saison. Parce que c'est à ce moment-là, donc on le sait pour les fruits et les légumes, mais il y a aussi des saisons, par exemple pour le poisson. Donc ça, c'est hyper important de respecter ça. Les fruits et les légumes, lorsqu'ils sont cueillis à maturité en pleine saison, ils ont quand même une densité nutritionnelle, des qualités nutritionnelles qui sont bien plus importantes. Là, en hiver, on a par exemple, je vais vous donner un exemple très simple, la courgette. La courgette, on en trouve sur nos étals toute l'année. Alors qu'en fait, c'est plutôt un légume d'été finalement, la courgette. En été, je vous conseille de l'acheter fraîche. Si possible, on consomme la peau, on nettoie bien, mais on consomme la peau parce que c'est là où il y a pas mal de fibres. Mais par contre, en hiver, évitez de l'acheter fraîche. Ça va être des aliments qui ont une très faible densité nutritionnelle. Et donc, dans ce cas-là, soit vous avez acheté des courgettes fraîches, vous les avez portionnées, vous les avez mises au congèle de votre côté, soit vous achetez des légumes surgelés bruts, non cuisinés, parce que les légumes surgelés bruts, c'est des légumes qui sont cueillis à maturité, qui sont surgelés de suite. Et ça conserve les valeurs nutritionnelles, ça conserve les nutriments. C'est pour ça que je vous dis, pour les légumes, surgelés, bruts ou frais, mais après, en fonction des saisons. Là, les tomates en hiver, elles n'ont aucun goût. Elles ont aucun goût, mais elles ont aussi une densité nutritionnelle qui est moindre. Ça sert à rien de manger des tomates en hiver. Là, on commence à avoir quelques fraises depuis même 15 jours. Les fraises d'il y a 15 jours, niveau densité nutritionnelle, c'est quand même pas terrible. Et en plus, si vous les mangez, niveau gustatif, c'est pas terrible non plus. Attendez vraiment la saison pour chaque aliment. Et c'est comme ça que, effectivement, on va apporter tous les nutriments dont notre corps a besoin. Et normalement, on ne devrait pas avoir de compléments ne devrait pas avoir besoin de compléments alimentaires. Par contre, on peut, dans des conditions différentes du quotidien, peut-être que je vais avoir un petit coup de pompe, je vais peut-être avoir besoin d'un peu plus de magnésium. Typiquement la vitamine D pour le coup aussi. Vous voyez, la vitamine D, on en a besoin. Elle est notamment aussi synthétisée par le soleil. Comme on manque de soleil globalement en France, souvent on a besoin de prendre une complémentation en vitamine D. Et ça peut être très pertinent. Mais il y a des dosages qui existent. Pour la vitamine D, je pense que vous avez déjà tous fait le dosage sanguin. Il y a des dosages qui existent. Il faut parfois essayer de voir avec votre médecin traitant déjà quel dosage il peut vous faire. Et si jamais, moi je dis souvent qu'au changement de saison, au gros changement de saison entre hiver, printemps et été, automne, de faire une cure de multivitamines histoire de se requinquer un petit peu. Mais je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure à Jamal. Effectivement, demandez quand même conseil à votre médecin traitant et à votre pharmacien pour qu'il n'y ait pas de souci avec les traitements que vous avez actuellement parlant. Qui du coup a arrêté le tabac, donc déjà bravo pour ça, Ouais. mais qui ressent un manque qui est lié au sucre, pas manger de sucreries, etc. Qu'est-ce qu'on peut conseiller justement comme subterfuge pour moins sentir ce manque et du coup le compenser? Alors, déjà, il y a le manque de sucre, effectivement, et il y a aussi, quand on arrête de fumer, la gestuelle qui reste pas mal ancrée
de porter à la bouche aussi. Donc, c'est une grande victoire avec vous d'avoir arrêté de fumer. Bravo. Il faut maintenant essayer aussi effectivement de travailler sur cette gestuelle et sur tout ce que ça implique par la suite. Pour le coup, les amandes, c'est pas mal parce que c'est quand même nutritionnellement parlant plus intéressant que les sucreries, mais effectivement, vous vous en rendez compte, si j'en consomme de trop, je vais prendre du poids. Ce que je peux vous conseiller, moi, dans ces cas-là, c'est de fractionner votre dîner déjà dans un premier temps. C'est-à-dire qu'à table, vous allez manger votre entrée, si vous en prenez une, et votre plat, votre assiette. Et après, devant la télé, tranquillement, vous allez prendre votre produit laitier et votre fruit. Déjà, ça va permettre de compenser un petit peu ce besoin de sucre, cette gestuelle qui vous manque certainement. Et vous voyez que ça ne va pas amener un apport énergétique, calorique supplémentaire, puisque c'est simplement mon repas qui est scindé en deux. L'autre chose, ça va être, et c'est quelque chose dont on parle pas suffisamment, il faut prendre le temps de manger aussi, prendre le temps de déguster. Donc voilà, prenez le temps de mâcher, essayez de manger ce qu'on appelle en pleine conscience, d'avoir vraiment conscience de l'acte alimentaire que vous êtes en train de faire. La problématique avec les sucreries, la problématique avec les amandes, c'est que hop, je peux les manger sans vraiment faire attention à ce que je mange. Si vous prenez, même si vous restez sur les amandes, prenez votre petite poignée, vous allez ranger le paquet, mais par contre, j'aimerais que le temps que vous accordez à cette petite collation, vous en profitiez. Ça doit passer par les yeux, ça doit passer par l'ouïe, par l'odorat, par le goût. Prenez le temps de mâcher et vous allez voir que vous allez avoir besoin de beaucoup moins d'amandes pour être satisfaite. Donc, soit on fait un peu cet exercice que moi j'appelle l'exercice de la dégustation en pleine conscience, soit sinon ce qu'on peut faire, c'est fractionner votre dîner. J'espère avoir répondu à vos questions, à toutes et à tous. On poursuit aussi la série donc, des webinaires du cœur tout au long du printemps. Donc, on a déjà des ateliers qui sont planifiés. Donc, le prochain atelier, ça sera le vendredi 25 avril à midi sur comprendre l'infarctus et sa prise en charge. Donc, qu'est-ce que l'infarctus, les symptômes, comment réagir, ce qui se passe à l'hôpital, donc qu'est-ce qu'un stent, qu'est-ce qu'un pontage. On aura un atelier ensuite avec Grégoire sur la partie activité physique. Donc, quel type d'effort est-ce qu'on peut faire après un accident cardiovasculaire? Quels sont les types d'activités à privilégier? Si vous souhaitez du coup un nouvel atelier sur l'alimentation, n'hésitez pas à nous le dire. Et donc, pour vous inscrire à ces ateliers, donc vous pouvez le faire directement maintenant depuis l'application NoctuAcare. Donc, vous pouvez la télécharger gratuitement sur le Google Play Store ou sur l'App Store. Donc, si ça vous intéresse de creuser un peu le sujet, et vous pouvez retrouver justement aussi des enregistrements des différents ateliers NoctuAcare, n'hésitez pas à la télécharger dès à présent sur votre téléphone. Donc, merci à tous en tout cas pour votre participation. Merci beaucoup Laura pour toutes ces informations. Avec plaisir. J'espère vous retrouver bientôt pour un prochain atelier ou sur l'application NoctuAcare. Et merci, merci à tous aussi pour vos questions et pour l'intérêt que vous portez à l'alimentation. Vous vous rendez bien compte que c'est important pour vous. Donc voilà, j'espère en tout cas avoir mis des petites graines à germer pour s'il y a des comportements alimentaires à changer. Et je vous souhaite à tous une très belle soirée.